Belle soirée sur Via Sophie, la spéciale US continue, il est 19h. Via Sophie, spéciale élection américaine. Le journal de 19h, c'est avec Sarah Charvet. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Durant ce journal, nous reviendrons d'abord sur les événements marquants de la campagne de Joe Biden, qui a été élu samedi dernier avec 290 grands électeurs. Puis nous parlerons des candidats qui s'étaient présentés aux élections, avec différents partis dont vous n'avez peut-être pas encore entendu parler, mais ça ne sera tardé. Nous aborderons ensuite les conditions de vote particulières avec la crise actuelle, et par conséquent le vote par correspondance, qui a été une solution pratique pour un grand nombre d'Américains. Candice répondra à nos questions. Nous reviendrons ensuite vers la France pour parler de racisme avec le témoignage de deux Français d'origine asiatique, Sun Laitan et Daniel Tran. Et nous finirons ce journal en parlant de l'écrivain de guerre Maurice Genevoix, qui a été déplacé au Panthéon ce 11 novembre. Pour la deuxième partie de l'émission, nous parlerons de l'élection de la Chambre des représentants avec Adèle, et nous finirons par un best-of des années Trump à la Maison-Blanche. Via Sophie, c'est parti. Via Sophie, émission spéciale. Le 25 avril 2019, Joe Biden annonçait sa candidature à l'élection présidentielle américaine. Samedi, il a été élu avec 290 grands électeurs. Revenons alors sur ce qu'il s'est passé entre les deux, sur sa campagne et les événements qui l'ont marqué, avec Hector. Après avoir annoncé sa candidature à la présidence américaine en avril 2019, Joe Biden a déclaré en mars 2020 qu'il choisirait une femme comme candidate à la vice-présidence. Il reçoit alors le soutien de Barack Obama et d'Hillary Clinton. Le 11 août, il annonce sa colistière, Kamala Harris, qui est alors sénatrice. Elle est la première femme élue à la vice-présidence des États-Unis. Now let me introduce to you, for the first time, your next Vice President of the United States, Kamala Harris. Un événement qui a été retenu le 11 septembre, seulement quelques semaines avant les élections, la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg décède. Progressiste et féministe, elle a notamment pris position en faveur de l'avortement. Trump parvient alors à nommer à sa place la conservatrice Amy Coney Barrett le 26 septembre. La Cour suprême est alors composée de 6 juges républicains et de 3 juges démocrates. La campagne a aussi été marquée par l'image insoutenable et les mots « Je ne peux plus respirer » de George Floyd, un Afro-Américain mort asphyxié sous le genou d'un policier blanc le 25 mai à Minneapolis. Des émeutes ont suivi dans plusieurs grandes villes américaines avec le mouvement Black Lives Matter. No justice, no peace. Prosecute the police. No justice, no peace. Prosecute the police. Les Américains se souviendront aussi du pire débat de l'histoire, comme l'a surnommé la presse américaine. Le 29 septembre, les deux candidats se sont affrontés pendant 1h30. Les marques d'impolitesse, voire les insultes, avaient largement pris le dessus sur les questions de fond, notamment avec le « Mais tu vas te taire » de Joe Biden. You're in voting now. I'm not going to answer the question Why would you answer that question? You want to put a lot of new Supreme Court justices, radical left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list? Le 2 octobre 2020, Donald Trump est testé positif au Covid-19, lui qui minimisait tant la crise sanitaire. Plusieurs de ses meetings sont alors annulés. Le 21 octobre, Obama fait un meeting en soutien à Joe Biden. Barack Obama, ancien président démocrate, a su s'engager et profiter de son expérience et de sa popularité. Il s'est exprimé de nombreuses fois pendant la campagne, parfois pour soutenir Joe Biden, pour inciter ses compatriotes à voter et parfois contre Donald Trump. Notre démocratie ne peut pas marcher si les personnes qui sont censées être nos dirigeants mentent tous les jours et inventent des choses. Biden et Trump ne sont pas les seuls à avoir posé leur candidature pour la présidentielle américaine, comme vous le savez. En effet, plus de 1200 candidatures avaient été recensées à la base. Par exemple, le rappeur milliardaire Kanye West s'était présenté, il était le représentant de son propre parti, le Birthday Party. Plus sérieusement, 2 partis conséquents avaient été retenus en plus des partis démocrates et républicains. Premièrement, le parti libertarien, représenté par Joe Jorgensen, s'inspire de la philosophie du libertarisme qui veut limiter au maximum la puissance de l'État tout en soutenant les libertés individuelles.
Sa plateforme s'oppose notamment aux programmes fédéraux, aux incarcérations de masse ou aux opérations militaires extérieures. Ensuite, le Parti vert était représenté par Howie Hawkins, un activiste engagé en faveur de l'écologie et contre les guerres. Mais tous ces partis et candidats étaient largement minoritaires face aux partis démocrates et républicains, ce qui explique qu'en France, nous en avons très peu entendu parler. Parlons maintenant vote avec Candice. Les conditions de vote ont été exceptionnelles pour cette élection 2020 en raison du contexte sanitaire. Apparemment, le vote par correspondance est devenu la méthode d'expression du suffrage privilégié des électeurs américains. Oui, en effet, une grande partie des Américains ont opté pour le vote par correspondance. D'abord en raison de la contrainte sanitaire avec le Covid-19, mais aussi pour le côté pratique de la démarche. Et comment ça fonctionne exactement le vote par correspondance? Est-ce qu'il y a des conséquences? La méthode permet à un électeur de recevoir son bulletin de vote par courrier, puis de le renvoyer par la poste ou par mail. Mais des problèmes peuvent être liés au vote par correspondance. Des bulletins de vote peuvent ne pas être pris en compte à cause de détails comme une date peu visible, une signature jugée différente de l'original ou une simple tâche. D'autres problèmes émanent des lecteurs susceptibles de voter plusieurs fois, dans des États différents ou dans le même État, selon une étude du New York Times. En plus, même s'il existe désormais 2 types de vote par correspondance, transmis par voie postale ou par mail, une grande inégalité sur le territoire américain existe à son sujet. Ainsi, s'il est possible de voter avec plus d'1 mois d'avance dans certains États, dans d'autres, on peut voter jusqu'à 3 jours après le début des élections. Cela se pouvait donc qu'on ne sache pas le résultat avant plusieurs semaines. Toutefois, le candidat devait être désigné avant le 8 décembre, sinon, comme en cas d'égalité, ça aurait été à la Cour suprême de choisir le futur président. Cela s'était passé ainsi avec George Bush dans les années 2000. D'accord. Durant les élections, Donald Trump a bloqué le financement de la Poste pour affaiblir le vote par correspondance, et pour cause, celui-ci considère le vote par courrier comme la plus grande fraude électorale de l'histoire. Barack Obama a dénoncé une tentative pour saper l'élection, ce sont ses mots. Le vote par correspondance était donc plutôt avantageux pour Joe Biden? Oui, en effet, dans les Américains qui ont choisi de voter par correspondance, la majorité sont des partisans de Joe Biden, ce qui explique que Trump ait réagi. Si ces votes n'avaient pas été comptés, on dénombrerait beaucoup moins de votes pro-Biden. Merci Candice. Des jeunes Américains se sont engagés contre Trump durant son mandat. À 18 ans, Emma Gonzalez a survécu à la fusillade qui a fait 17 morts dans son lycée à Parkland en Floride le 14 février 2018. Depuis, le monde entier a vu ses larmes et sa colère contre des agissements de Trump et aussi contre la NRA, puissante association américaine qui défend le droit du port d'armes à feu ainsi que leur libre circulation dans le pays. Porte-parole assumée du mouvement #NeverAgain, Emma apparaît partout dans les médias. Sa position, c'est une régulation plus stricte et plus réglementée des armes dans le pays. Si le président veut venir me voir et me dire que c'était une terrible tragédie, comme quoi ça n'aurait jamais dû arriver et qu'il continue de nous dire qu'on ne peut rien y faire, je lui demanderai avec plaisir combien il touche de la part de la NRA. Mais vous voulez savoir quelque chose? Ça n'a pas d'importance car je le sais déjà. 30 millions de dollars! Emma s'est réexprimée plus récemment sur l'attaque de février 2018. L'attaque meurtrière n'avait duré que 6 minutes et 20 secondes, et c'est le temps durant lequel elle a choisi de faire une pause dans son discours face à des dizaines de milliers de personnes. Le journal Les Échos a écrit « Ce choix symbolique déploie une puissance inouïe, car il permet de saisir l'extrême rapidité des événements, et plus particulièrement celle avec laquelle 17 vies humaines ont été enlevées. » 6 minutes et quelques 20 secondes. En un peu plus de 6 minutes, 17 de nos amis ont été enlevés, 15 ont été blessés, et absolument tout le monde dans notre communauté a changé à jamais. Tout le monde ici comprend. Toutes les personnes touchées par la violence des armes à feu comprennent. Revenons en France avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est vraiment d'actualité, le racisme anti-asiatique. Les jeunes Français d'origine asiatique dénoncent le racisme ordinaire dont ils sont victimes et veulent changer les choses. Voici le témoignage d'un d'entre eux, Sun Laitan. Le racisme anti-asiatique, il existe, il est ordinaire et il est sournois, mais il existe quand même. Oh, t'as du chien dans ton riz cantonais, ce sont des insultes un peu comme ça. On imitait l'accent chinois.
On plissait les yeux exprès quand on me voyait, voilà, donc ce sont des insultes comme ça. Et nous allons maintenant écouter Daniel Tran, jeune français asiatique, qui est président de l'Association des jeunes chinois de France. Il dénonce ici l'utilisation d'une comptine qui est apprise à des élèves d'école maternelle et qui contient énormément de stéréotypes racistes. J'ai 26 ans aujourd'hui, j'ai quitté l'école maternelle il y a à peu près 20 ans, et je me dis qu'il y a toujours ce genre de stéréotypes qui sont encore véhiculés. Et donc ça fait 20 ans qu'on n'a peut-être pas assez agi, et on se dit qu'aujourd'hui, il faut agir davantage pour définitivement supprimer cette comptine ou d'autres stéréotypes sur les Asiatiques. C'est un racisme qui est vu comme moins grave parce qu'il est banalisé, parce qu'on ne l'a pas assez dénoncé. Ça fait depuis surtout les années 80 qu'il y a beaucoup d'Asiatiques en France. La première génération n'a pas pu dénoncer ces choses-là, mais c'est la nouvelle qui va prendre le relais pour les dénoncer. Et au fur et à mesure, j'espère que la société française va prendre conscience de la gravité de ces actes. Le 11 novembre, 40 ans après sa mort, l'écrivain combattant Maurice Genevoix a fait son entrée au Panthéon. Il est l'auteur de Ceux de 14, œuvre littéraire décrivant avec une authenticité rarement égalée la guerre, sa folie, sa cruauté, ses corps déchiquetés par les obus et les balles, mais aussi la camaraderie des tranchées. Maurice Genevoix a été mobilisé dès le début de la Première Guerre mondiale. Gravement blessé durant un combat et ayant perdu l'usage de son bras gauche, Maurice est réformé et entreprend alors l'écriture de son témoignage de la Grande Guerre. Cette panthéonisation lui rend hommage, à lui le grand témoin, gardien attitré de la mémoire de la Grande Guerre, mais aussi à tous les poilus morts pendant les combats et qui sortirent vainqueurs de cette guerre. Samedi, SpaceX a lancé à 19h49 heure américaine 4 astronautes vers la Station spatiale internationale. SpaceX, c'est une entreprise américaine du domaine de l'astronautique et du vol spatial fondée en 2002 par Elon Musk. Ils ont au préalable réussi une mission de démonstration de mai à août. 2 astronautes avaient été acheminés vers l'ISS puis ramenés sur Terre sans encombre. Le feu vert a alors été donné lorsque la NASA a officiellement certifié, mardi 10 novembre, la capsule Crew Dragon qui sera utilisée. Une fusée SpaceX fera donc décoller 3 astronautes de la NASA et un astronaute japonais du Centre spatial Kennedy en Floride. Cette première mission opérationnelle de 6 mois concrétise la reprise des vols habités depuis les États-Unis, après 9 ans d'interruption et de dépendance envers la Russie. Dimanche dernier, le 8 novembre, a commencé la 9e édition du Vendée Globe. C'est une course française de voiliers autour du monde, en solitaire, sans escale, sans assistance, et qui a lieu tous les 4 ans. Cette année, le départ a eu lieu à 14h20 au Sable d'Olonne. On dénombre 33 concurrents, dont 6 femmes, c'est plus que la dernière fois. Pour l'instant, c'est l'Anglais de 46 ans, Alex Thompson, qui est en tête, suivi de Jean Le Cam, un Français. Merci Sarah pour le journal. Via Sophie. Vous connaissez sans doute le Human Beatbox, littéralement la boîte à rythme humaine. Cette activité consiste à imiter des sons et des instruments, notamment des percussions, uniquement avec la bouche. Les plus doués peuvent même coupler leur voix à leur beat pour former des sons hyper entraînants. Vous avez sans doute déjà entendu des musiques avec du beatbox intégré, mais avez-vous déjà entendu du beatbox directement couplé à un instrument ? Eh bien c'est ce que fait le musicien Titouan. Quand il joue de la flûte, il beatbox en même temps pour faire du flutebox. C'est très impressionnant. Voici un extrait du morceau Echo de Titouan. Sur fond de hip-hop, mêlant musique, danse et texte, Titouan s'affranchit des frontières. Une invitation dans un voyage puissant où le jazz se teinte de couleurs africaines, balkaniques et orientales. 2 conteurs sur scène pour une même histoire captivante. La flûte traversière flirtant avec le beatbox et le timbre feutré de la clarinette s'accordent au rythme des machines. Texte et corps s'unissent pour nous délivrer une émotion brute. En résulte un hip-hop d'un genre nouveau qui, le temps d'un spectacle, interroge les certitudes en transportant son auditoire hors des sentiers battus. C'est la description même de ce morceau que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Titouan, nommée Titouan Project. Vous connaissez désormais le flutebox. Connaissez-vous le handpan ? Le handpan, ou hang, est un curieux instrument composé de 2 coques métalliques jointes ensemble et conçu pour qu'il présente différentes notes grâce à la résonance. Wagal, maître dans l'art du handpan, ainsi que Titouan, ont associé leur étrange instrument dans Isotope, pour un résultat surprenant, on vous le fait découvrir maintenant.
Retrouvez Titouan sur sa chaîne YouTube et sur son Instagram du même nom, ainsi que Wagal sur YouTube et son nom Wagal official sur Instagram. Via Sophie, il est 19h20, on va parler maintenant d'un autre scrutin qui s'est tenu aux États-Unis, l'élection des membres de la Chambre des représentants. On en parle avec toi, Adèle. En même temps que les fameuses élections américaines, l'élection des membres de la Chambre des représentants a également lieu. Ce congrès, composé de députés de chaque État, est important dans le pouvoir législatif américain. Nous retrouvons globalement à travers ses membres les deux principaux partis des États-Unis qui sont le Parti républicain et le Parti démocrate. On retient notamment une figure de ce parti démocrate, Alexandria Ocasio-Cortez, représentante depuis 2018 du 14e district de New York et qui a été réélue ce matin aux États-Unis pour les 2 prochaines années. Elle s'est faite remarquer par ses discours convaincants et sa présence sur les réseaux sociaux, dénonçant les travers des États-Unis. La députée qui représente non seulement le 14e district du Congrès de New York, mais aussi toutes les femmes du Congrès et toutes les femmes de ce pays, car nous avons toutes dû faire face à cette situation d'une manière ou d'une autre à un moment donné de notre vie. Ici, Alexandria discutait du problème culturel concernant l'irrespect envers les femmes, elle-même s'est en fait en juillet 2020 insultée de, je cite, « fucking bitch » par un autre représentant du Congrès, Ted Yoho. Elle répondait à travers son discours à l'excuse de ce député soutenant qu'il ne se serait pas permis de l'insulter comme tel, étant donné qu'il est marié à une femme et qu'il est père de 2 filles. Écoutons. Avoir une fille ne rend pas un homme décent. Avoir une femme ne rend pas un homme décent. Traiter les gens avec dignité et respect, c'est ce qui fait un homme décent.
Alexandria remercie pour finir son opposant d'avoir montré au monde l'homme puissant que l'on peut être et qui peut malgré tout agresser verbalement des femmes, qui peut être marié et encore agresser verbalement des femmes, qui peut prendre des photos et projeter au monde l'image d'un homme de famille et toujours agresser des femmes sans remords et avec un sentiment d'impunité. Cette représentante avait aussi, en juillet 2019, répondu par une conférence de presse à Washington au tweet raciste de Donald Trump qui appelait les représentants du Congrès d'origine étrangère à retourner d'où ils viennent. Ce que je veux dire aux enfants de tout le pays, c'est que, peu importe ce que le président dit, ce pays vous appartient. Par son beau message, elle soutenait que les États-Unis sont un pays ouvert à tout le monde. Elle a été régulièrement une des cibles de Donald Trump, notamment lorsqu'il avait évoqué lors d'un appel téléphonique avec la chaîne Fox Business en août 2020 qu'AOC, surnom d'Alexandria Ocasio-Cortez, n'était pas une personne intelligente. He is going to give not tax increases, massive tax increases to pay for AOC était une pauvre étudiante. Je veux dire, je ne dirais pas où elle est allée étudier, peu importe, ce n'est même pas une personne intelligente, bien qu'elle ait une bonne série de compétences. Je veux dire, elle sort et elle jappe ses mecs et ils ont tous peur d'elle. Elle lui a intelligemment répondu en lui suggérant de publier ses propres bulletins scolaires afin de les comparer avec les siens. Alexandria est donc un véritable espoir pour la lutte des discriminations et nous impressionne par sa rhétorique qui cloue le bec aux plus faibles d'esprit. Elle s'investit également dans l'essor des jeunes dans la politique, pour qui elle a fait durant le mois d'octobre un live Twitch, une plateforme qui réunit majoritairement des jeunes afin de les sensibiliser aux élections américaines. Merci Adèle, c'est l'heure d'un petit best-of sur les années Trump à la Maison Blanche. Via Sophie. This is America. Don't catch you slipping now. Émission spéciale. Ah, Trump, notre cher Trump. Il nous en a fait voir de toutes les couleurs. Si on ne peut pas dire de lui qu'il est le plus compétent ou le plus sain d'esprit, on ne peut nier qu'il est plein de ressources et qu'il en a toujours une bonne pour nous divertir. À moins qu'il ne soit sérieux. Quoi qu'il en soit, revoyons ensemble les meilleures bêtises et âneries de ce Trump qui trompe énormément. Notre cher ex-président américain avait plein d'idées pour contrer les problèmes de son pays. Par exemple, il proposait d'armer les professeurs pour intimider les éventuels terroristes. But if they have the aptitude, I think a concealed permit for having teachers and letting people know that there are people in the building with guns, you won't have, in my opinion, you won't have these shootings because these people are cowards. On peut tout à fait comprendre ce point de vue, même s'il ne faudrait donner des armes qu'aux professeurs ayant les classes les plus sages, sinon je verrais bien des « Oh God, that student is so annoying. If I shoot him a little bit, only one time, it wouldn't be too serious. » Son idée de bâtir un mur pour le séparer du Mexique est également hors du commun. Mais n'oublions pas que Trump est rancunier. Il n'a toujours pas digéré ce piment que Sergio lui a fait manger petit et dont il a gardé cette teinte de peau. We're going to build a wall. It's going to be built. Il s'est également illustré à de nombreuses conférences de presse. On sait qu'il a une dent contre les journalistes et il adore les rabaisser et même les clasher, si je puis dire. Comme on le voit dans cet extrait où la malheureuse journaliste a pris une seconde de trop avant de répondre. Okay, question? Yeah, go ahead. Sure. She's shocked that I picked her. No. She's like in a state of shock. I'm not thinking, Mr. That's President. okay, I know you're not thinking. You never do. I'm sorry? No, go ahead. Mais Trump est aussi quelqu'un de très sociable, qui se fait facilement des amis. Je vous lis son tweet de janvier 2018 où il sympathise avec Kim Jong-un. Kim Jong-un vient de dire que le bouton nucléaire est tout le temps sur son bureau. Est-ce que quelqu'un de son régime affamé et appauvri peut l'informer que j'ai un bouton nucléaire, mais qu'il est beaucoup plus grand, plus puissant et que mon bouton marche ? Et oui, vous jouiez peut-être avec vos amis à comparer qui a la plus grosse. Eh bien, Donald aussi, sauf que la sienne représente potentiellement un danger mondial, tout comme celle de son ami le Petit Gros, surnom affectif de son tweet du 11 novembre 2017, je cite « Pourquoi Kim Jong-un me traite de vieux alors que je n'ai jamais dit qu'il était petit et gros ? Ah oui, j'essaie d'être son ami, et peut-être qu'un jour on le sera. » Fait plus récent, pour mettre un coup de boost à sa campagne en perte de vitesse, Donald a appuyé sur l'accélérateur du pick-up. En effet, son administration a fait mettre en place 2 pick-up dans le jardin de la Maison-Blanche. L'un bleu chargé de 4 énormes poids représentant les démocrates et l'autre rouge avec une grue surnommée judicieusement
Trump Administration qui soulevait les poids de la voiture des républicains. Trump a bien dérapé, d'autant plus que ce n'est même pas lui qui est l'auteur de cette idée. On peut dire qu'il est en roue libre. But we were able to do things that nobody has ever been able to do, or even close, on deregulation. And these trucks, this really is a great little example. I don't know who thought of this idea, but it's actually quite simple and quite good. C'est sur cette touche d'humour que nous terminons cet épisode spécial élection américaine de Via Sophie. Un grand merci à nos invités, messieurs Marc Copin et Laurent Bouchard, Jean-Marc Four de Radio France, sans oublier Titouan et Wagal pour nous avoir laissé utiliser leurs morceaux. À la préparation des journaux, Candice Cauchois, Sarah Charvet et Adèle Aurier. À la réalisation, Victor Fournier et Hector Rochery, à la rédaction chef et au mixage. Merci à vous tous d'avoir travaillé d'arrache-pied pour réaliser cette émission. Nous espérons que ce premier épisode de Via Sophie vous aura plu et surtout que nous vous aurons appris des choses. N'hésitez pas à nous partager vos retours sur Instagram et sur ce, nous vous souhaitons... Mais qui êtes-vous? Hey, je n'ai pas beaucoup de temps, écoute, je suis toi dans 2 mois, je viens du futur pour te prévenir. Trump avait tout prévu, il a lancé une attaque coordonnée, il a repris le pouvoir, vous devez absolument l'empêcher de... Hey, je suis Mike le Mic, la mascotte de Via Sophie. Merci Valérian d'avoir fait le présentateur pour cette émission. Via Sophie, émission spéciale.